Notre invité, c'est bien sûr Gamal Abina qui est avec nous et d'ailleurs c'est avec vous qu'on va ouvrir justement le débat de ce soir en ce qui concerne cette sortie violente. Bien sûr, elle a été qualifiée ainsi du président Tinubu, le président du Nigeria. On le rappelle qui est également à la tête de la CEDEAO. Ils étaient bien sûr en réunion dimanche dernier pour tabler sur l'avenir justement de ces États qui sont aujourd'hui dirigés par les militaires et précisément du Niger. Et bien sûr, à propos, le président Tinubu a vivement critiqué cette alliance des États du Sahel. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Alors, le président Tinubu, on le rappelle, a qualifié l'alliance des États du Sahel de tentative fantôme qui risquerait de compromettre les efforts collectifs en faveur de la démocratie et de la gouvernance efficace. Ces accusations, Gamal Abina, sied-elles avec la réalité? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, la remarque du président en question, c'est de dire que à l'AES, la nouvelle doctrine qui a été mise en place par les trois pays des trois frontières, une doctrine sécuritaire et certainement de développement économique, serait une tentative fantôme. Mais il se trouve que c'est tellement automatique que le G5 Sahel, dès qu'elle s'était retirée effectivement ces trois pays, a été remplacé par cette nouvelle structure qui semble adoubée évidemment par la CEDEAO. Donc c'est vrai que de dire cela, c'est une façon de disqualifier la tentative qui semble prometteuse et surtout d'oublier que ces pays qui se veulent nouvellement indépendants, qui veulent se détacher de l'ancienne puissance tutélaire française, ont décidé de prendre leur destin en main, ce qui est finalement une chose assez positive. Donc cette critique est une façon, c'est une sorte de désaveu, c'est une sorte de fin de non-recevoir qui cache difficilement, en vérité, un échec patent. Ils ont tenté de disqualifier d'abord le Mali, puis le Burkina et ensuite le Niger. Ils ont tenté une action militaire conjointe qui n'a pas pu aboutir puisqu'il y avait eu une tentative de chantage tout simplement. Et aujourd'hui, ils sont dans une situation délicate dans laquelle ils se rendent compte que ces pays des trois frontières ont décidé effectivement de reprendre leur destin en main sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, politique, militaire. Et surtout, c'est une façon de redessiner en Afrique une des premières zones de ce qu'on va appeler le nouvel ordre mondial voulu par les Russes et les Chinois, à savoir un ordre multipolaire qui permettrait à ces pays de reprendre effectivement dans une certaine mesure une forme d'indépendance de ce néocolonialisme qui ne disait pas son nom, mais qui était actif. Donc on peut s'attendre à beaucoup de changements dans la région, mais avec le soutien et le concours des Russes et des Chinois, il est probable que cette tentative sera certainement une réussite, puisqu'ils ont déjà démontré, les Maliens, qu'ils avaient repris Kidal par la force et qu'ils ont obtenu une sécurisation de l'ensemble de leur territoire. Il y a fort à parier que les deux autres pays bénéficient du même soutien et du même concours militaire de la part des Russes qui les approvisionnent en armes, mais pas seulement, aussi en conseillers et en méthodes d'action efficaces pour en finir avec le terrorisme. Merci à vous, Gamal Abina, pour cette première impression. Patient parfum d'homme, Gamal Abina le dit, c'est une forme de désaveu qui entoure cette critique du président Tinubu, critique violente quand même, qui discrédite également, du moins lorsqu'on s'en tient à ses propos, qui a certainement pour objectif de discréditer cette alliance des États du Sahel. Écoutez, premièrement, c'est de manière libre. Oui. C'est de manière indépendante que les différents États ont décidé de faire partie Tout à fait. de cette aventure de la CEDEAO, donc Oui. d'être État membre. On ne peut donc pas comprendre l'attitude de M. Tinubu qui donne l'impression que quand on décide d'adhérer à une organisation, on n'a plus le droit d'en sortir, ou bien de créer notre organisation en annexe. Oui. Pour ne pas dire complètement de créer une organisation alternative à l'organisation dite la CEDEAO. Premièrement. Deuxièmement, l'AES n'est pas en compétition avec la CEDEAO. L'AES a été créée par ces trois pays qui ont compris la nécessité de se mettre ensemble, évidemment, pour résoudre des problèmes qui leur sont communs. Les questions de sécurité en premier. C'est, par exemple, la question du terrorisme qu'on leur a imposé, qu'on leur a fourgué. Et ce terrorisme-là, dont le Nigeria, qui bavarde à travers M. Tinubu, a été incapable à vaincre tout seul. Il a fallu, pour essayer de contenir la menace Boko Haram, qu'on fasse une solidarité d'ordre militaire pour aider le Nigeria à régler ce problème. Oui. La force mixte
qui a combattu Boko Haram sur le terrain, souvent même sur le sol nigérian avec des militaires venus d'ailleurs. Cette force MUS était composée du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et même des soldats du Niger. Où était le Nigeria pour régler ce problème tout seul? On a vu des bataillons de l'armée nigériane, autant pour moi, fuir le combat dans l'état de la Damawa, côté nigérian, pour se réfugier dans l'état de côté, dans la région de Adamawa, de côté Cameroun. Cameroun, oui. Avec armes et bagages et tout. On les a vus. Il y avait encore récemment, je pense qu'il y en a toujours, des camps de réfugiés nigérians sur le sol camerounais. Où était M. Tinubu et son armée pour empêcher que cela se produise? Donc, je crois tout simplement, bon, c'est pour ça que, en même temps, j'estime que M. Tinubu fait un peu dans, je ne sais pas comment appeler ça, il veut plaire à ses commanditaires qu'il envoie faire ce type de discours, parce que lui, c'est un vrai mafiosi. Il a été gouverneur du Nigeria, de Lagos, aller à Lagos, on va vous donner son état de service. C'est pour plaire tout simplement à ses commanditaires qui ne comprennent toujours pas que la CEDEAO n'ait pas lancé cette attaque contre le Niger. Et plus grave encore, l'Alliance des États du Sahel remet progressivement en cause ou bien va battre en brèche l'hégémonie du Nigeria au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Expliquez-nous. Le Nigeria, c'est 300 millions d'habitants, avec une superficie non moins importante. Je n'ai pas les chiffres exacts là. Le Nigeria, c'est la première puissance économique, nous dit-on, au niveau de l'Afrique tout court. Le Nigeria, c'est quand même une puissance militaire incontestable, malgré le fait qu'ils ont été mis en difficulté par Boko Haram. Donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'une des réserves même de certains, dans le cadre d'une intégration totale de l'économie à l'Afrique de l'Ouest, c'était de voir les Nigériens prendre une place trop importante dans l'économie africaine. Avec l'Alliance des États du Sahel, qui risque de se détacher de cette CEDEAO qui n'avance pas, on va créer une nouvelle entité qui n'est certes pas encore politique, mais qui est appelée à le devenir. Et cette nouvelle entité, constituée de 3 États, dont 2 États à la superficie sur le plan territorial, très important, je parle de Niger et de Mali, mais aussi 3 États qui ont des ressources sur le plan naturel qui sont très importants, dans de l'or. Si ces 3 États-là se lancent dans un projet réel de domestication de leur richesse, de mettre à disposition ces richesses-là au service de leur propre population, ils risquent de faire des bons qualitatifs extrêmement importants qui vont faire trembler complètement l'ossature de la CEDEAO aujourd'hui et mettre en difficulté le Nigeria dans sa prétention de continuer d'être la première puissance économique africaine. C'est aussi ça, sur le plan des intentions de M. Tinubu, sa grande crainte. Donc, il ne sera plus considéré comme la référence. Le Nigeria va perdre sa qualité d'attrait comme une puissance innovante, une puissance économique assez forte, capable d'être au centre du jeu, à la fois politique, économique et diplomatique, dans cette région-là. Il y aura certainement le début du commencement de ce que j'appelle le déplacement d'un curseur du point de vue de l'influence sous-régionale. Parce que ces 3 pays, mis ensemble, avec ce qu'ils ont comme richesse à la fois naturelle et humaine, au service de leur propre population, de leur propre peuple, le Nigeria va très vite apparaître comme un contre-exemple de ce que c'est le bien-être des populations, le bien-être des peuples. Parce que l'Alliance des États du Sahel, justement, fonde son alliance sur le fait qu'il faut aider le peuple et les populations à s'en sortir de l'état de misère, de pauvreté dans lequel ils baignent aujourd'hui. Ce n'est pas le cas au Nigeria. Au Nigeria, je vous assure, c'est grave. Si on sort du fait qu'ils ont le nombre, parce que souvent les gens font des comparaisons, on oublie qu'il y a un nombre très important. Quand vous avez entre 250 et 300 millions d'habitants, ce n'est pas n'importe quoi. La preuve, regardez l'Indonésie. Regardez l'Indonésie. Le Nigeria devait être aujourd'hui capable d'être au-dessus des pays comme l'Indonésie. Ils n'ont que, je crois, 215 millions d'habitants. Donc,
Or, le Mali, j'insiste lourdement là-dessus, a fondé son projet sur la nécessité non seulement d'assurer la sécurité de leur espace, mais aussi d'assurer le bien-être de leur propre population qui ont longtemps coupé dans la misère. Il risque d'être le nouveau Eldorado de tout ce que pense une autre Afrique, pas une Afrique sous domination du monde capitaliste néolibéral. C'est ça aussi l'enjeu. Oh, M. Tinubu, oui. C'est l'un des chiens couchants de l'impérialisme capitaliste en Afrique. Ne l'oublions pas. Donc, au-delà de ces oukases, de tout le bavardage de M. Tinubu, il y a des raisons profondes. Parce qu'un contre-exemple va naître dans cette région en Afrique, oui. Et qui va démontrer qu'il suffit tout simplement d'un peu de courage, d'un peu de détermination pour créer des espaces où il fera bien vivre pour les populations de notre continent. Et toutes les pressions, toutes les tentatives de corruption à travers les aides qu'on propose, qu'on fait miroiter, on va vous donner ceci, alors qu'en même temps, on a coupé l'électricité au Niger, oui. En même temps, on était prêt à aller faire la guerre contre ces pays-là, nous n'était la vigilance des opinions nationales nigériennes. Donc, attention, attention. Le Nigeria, à travers M. Tinubu, est en train de jouer un rôle très, très dangereux au niveau de cette région. Et je pense oui. que il y a une autre proposition de grande qui a été faite par le bloc occidental. En nous disant, si tu réussis à endiguer cette volonté de ce pays-là, à se rendre autonome vis-à-vis de la politique que nous mettons dans la région, voilà ce qu'on pourra te donner en termes de compensation. Et ça, l'Afrique doit faire très attention face à des choses comme ça qui semblent symboliques, mais comment dire ça, sans valeur, anodin, mais oui. anodines, mais qui sont des choses extrêmement compliquées et graves pour la suite de notre volonté d'émancipation qui pourra permettre justement une meilleure élévation du standard de vie de nos citoyens. C'est ce qui explique, selon vous, ce discours, cette déclaration, parce que M. Tinubu dit compromettre les efforts collectifs en faveur de la démocratie. Donc, il défend, il prend position pour cette démocratie et bien sûr la bonne gouvernance efficace. Laissez-moi rire un peu. Ouais. Tinubu parle de démocratie, ça fait rire. Hein? Vraiment, ça fait vraiment rire. On a vu les dernières élections présidentielles au Nigeria. C'est ça la démocratie? Vraiment? La grande cycle, c'est ça la démocratie? Ce que nous avons vu, où le seul projet politique de M. Tinubu, c'était c'est mon tour maintenant, je suis riche, c'est mon tour aujourd'hui. C'est ça la démocratie, M. Tinubu? M. Peter Obi a continué à contester l'élection de Tinubu jusqu'à la fin. On sait qu'il y a eu des trucages pas possibles. Une élection qui a été... L'argent, c'est pas possible. C'est ça la démocratie. C'est ça les efforts pour la démocratie. C'est la mafia. Et M. Tinubu est l'un des parrains de cette mafia qui veut complètement annihiler toute possibilité, toute velléité de tirer vers le haut, n'est-ce pas, cet espace-là. Et cet espace, c'est très important, je dis. L'exemple que l'Alliance des États du Sahel va montrer à l'Afrique noire, particulièrement, ça risque de faire imploser complètement tous les pseudo-États et pseudo-dirigeants qui nous donnent l'impression que, en fait, c'est eux qui tiennent les manettes du pouvoir et de la réalité politique dans notre continent. Mais ce Tinubu, il faut qu'il se taise un peu. La CIA a sorti un rapport dans lequel il dit qu'il est impliqué dans les histoires de trafic de drogue, de cocaïne. C'est lui qui est l'exemple? C'est ça la démocratie? Non, il faut quand même qu'on soit sérieux. Je continue de vous dire qu'il est un peu comme le pont avancé de la tentative de brimade de l'Occident vis-à-vis de ce pays. Et il ne sait plus sur quel pied danser, parce que chaque fois qu'ils sont sur le point de lancer des attaques, alors là, physiques et violentes contre ce pays, ils font face au premier mur, qui est leur propre opinion. L'opinion publique de leur propre pays est complètement rétive à accepter une aventure pareille. Parce que cette aventure va créer des dégâts, non seulement contre les pays qui vont attaquer, même au niveau de leur propre pays. Tout à fait. Donc, je continue de regarder cette affaire avec beaucoup d'amusement, si ce n'était pas aussi grave venant de la bouche d'un hégémon aussi important que M. Tinubu. Mais en même temps, je me rends quand même compte qu'il
Et là, je sors par un proverbe qui dit que quand on tape un enfant, on n'empêche pas de pleurer. Merci à vous. Patient parfendant, M. Tinubu, qui est, on le rappelle également, président en exercice justement de la CEDEAO, donc il s'exprime là. Lorsqu'il parle, c'est bien sûr le chef de l'État du Nigeria qui s'exprime, mais c'est aussi le représentant de la CEDEAO qui s'exprime, Gamal Abina. Alors, une critique également qui rentre un peu en contradiction avec certaines décisions de la CEDEAO, qui, on le rappelle, a annoncé une aide financière vis-à-vis en ce qui concerne cette alliance des États du Sahel. Alors pourquoi critiquer, dénoncer comme on peut le voir, mais de l'autre côté, à côté de cela, soutenir quand même une fois de plus cette alliance? Comment comprendre cela? Alors, sur le rôle de la CEDEAO qui a formulé, à la fin, un des membres a formulé une critique et en même temps finissent par accorder un crédit économique, donc militaire, c'est une façon de jouer sur les deux tableaux. D'abord, de prendre acte du fait qu'effectivement, ces trois pays ont décidé de faire alliance et vont certainement élargir leur alliance sur des bases beaucoup plus indépendantes que ce qui existait avec le G5 Sahel. Et surtout, c'est une façon de dire, bah, on n'y croit pas trop, mais en même temps, on ne prend pas le risque de les disqualifier parce qu'ils ont déjà démontré, déjà par le passé, par rapport à la question nigérienne pour laquelle du Niger, par rapport à laquelle il y avait une tentative d'organiser une attaque militaire pour établir Mohamed Bazoum au pouvoir. Cette tentative a été avortée par la solidarité de ces trois pays. Donc aujourd'hui, il est probable qu'effectivement, cette nouvelle force va être une force montante, va être une force agissante, une force de proposition, une force effectivement beaucoup plus organisée et efficace que ne l'a jamais été aucune force militaire de la région, si ce n'est peut-être le Nigeria qui n'est pas intervenu d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que de dire d'un côté qu'ils considèrent que c'est pas très sérieux et en même temps de financer et de prendre acte de cette nouvelle donne, c'est une façon prudente de ne pas s'engager dans une direction quelconque, qu'elle soit pour ou contre d'ailleurs cette organisation, et de dire que plus tard, la coopération sera possible. Donc il est fort probable, il y a fort à parier, que la CEDEAO finisse par entériner de façon définitive, si les résultats sont au rendez-vous, je parle des résultats militaires et sécuritaires, la nouvelle donne dans la région et ces nouvelles alliances régionales nées spontanément d'ailleurs de ces pays. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de tutelle ni française, ni d'autres États de la région qui les ont influencés, mais un choix personnel de ces pays qui ont décidé effectivement, enfin, de s'émanciper de toutes ces influences extérieures. À vous, une fois de plus, Gamal Abina, alors effectivement, cette position de la CEDEAO qui est assez contradictoire, patient parfum d'homme, Gamal Abina l'a dit, il a essayé d'expliquer aujourd'hui également ce qui se passe. On en parle d'ailleurs depuis quelques temps. Cette CEDEAO qui dit soutenir cette alliance des États du Sahel, qui va soutenir et l'offre une aide financière, mais à côté de cela, cette CEDEAO qui critique violemment, à l'instar de cette sortie de M. Tinubu, l'alliance des États du Sahel. On en parlait la dernière fois et vous étiez d'ailleurs d'accord que les États, ces États, le Mali, le Burkina et le Niger, puissent accepter cette aide financière. Mais lorsqu'on voit la position de M. Tinubu, on s'interroge quand même sur un certain nombre de choses. Écoutez, il faut nuancer. Je ne suis pas d'avis qu'ils acceptent cette aide financière. Je reprends. Je considère que cette prétendue aide financière, c'est leur argent. Oui. Qu'on a bloqué tout simplement sous le fallacieux prétexte d'un retour à la démocratie. C'est leur argent. Donc, si ils font l'erreur, la CEDEAO font l'erreur de leur tendre cet argent, qu'ils l'arrachent. Oui. Et j'avais ajouté qu'ils ne doivent accepter aucune conditionnalité concernant ce prêt, soi-disant prêt. Oui. Mais c'est leur argent. Ce n'est pas l'argent de la CEDEAO. N'oublions pas que les sanctions économiques étaient aussi d'ordre financier. Effectivement, il y a beaucoup d'impact. Oui. Il y a beaucoup de robinets financiers qui ont été bloqués et qui ont créé un préjudice énorme à ces États. Donc, s'ils font l'erreur de leur donner, de mettre à disposition cet argent, qu'ils le prennent. Qu'ils le prennent en leur disant ouvertement que c'est notre argent que nous récupérons tout simplement. Écoutez, alors nous parlons, il y a certains avoirs russes en Occident qui sont bloqués. Oui. On a même tenté de les reverser à l'Ukraine. Malheureusement ou heureusement, il y a encore des gens, un tout petit peu lucides au niveau de l'Occident. Ils se sont dit, attention, ça va être ouvrir la boîte à Pandore. Parce que nous aussi, nous avons des actifs et des intérêts en Russie. Si nous tentons de nous lancer dans cette aventure-là, la Russie va réagir aussi. Donc, deuxièmement, je pense que nous sommes dans une
dans une progression, dans une architecture qui se met en place et qui va, j'ai l'impression, si on ne prend pas garde, déboucher sur une confrontation violente. Parce que je vous dis, ce qui se joue là-bas, Oui. c'est le fait d'une remise en question de l'ordre néocolonial. Et les dirigeants qui ont encore la confiance de l'oligarchie néocoloniale de l'Occident ont été mis en mission pour éventrer le projet panafricain, le projet unitaire de ces trois pays qui font face à la même contradiction, qui est la question du terrorisme. Et nous voyons très bien, je reviens sur M. Tinubu, Oui. c'est une petite leçon de choses, bon, gratuitement. Sans l'alliance des États qui sont autour de lac Tchad, le Nigeria n'aurait jamais retrouvé la paix relative là. On a vu, bon, il y avait le droit de poursuite entre le Tchad et le Nigeria. Dans un premier temps, ce sont les soldats tchadiens qui vont rentrer en territoire nigérian, mais très rapidement, et ça ne suffisait pas. Le Nigeria était obligé de signer des accords pour le droit de poursuite des soldats camerounais en territoire en nigérian. On a vu les soldats de Biye, qu'au Nigeria on appelle les Black Commandos, dans la forêt de Sambisa, pour détruire complètement les maquis de Boko Haram. Tinubu ne le sait pas. Il apprend. Donc, c'est dire que c'est seulement quand nous sommes unis que nous sommes forts. La leçon que les États de l'Alliance du Sahel donnent à toute l'Afrique de l'Ouest, là, c'est que, mes frères, tels que nous sommes là, nous sommes très faibles. Musclons le jeu. Donnons-nous la main. Mettons-nous ensemble pour régler les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui. Et ces problèmes sont d'ordre militaire, ils sont d'ordre politique, ils sont d'ordre économique. Et tout le monde le voit. Nous avons fait un débat ici hier, où Gado Sélé a d'ailleurs revenu longtemps là-dessus. On n'avait pas le temps pour que je lui dise quand même que même la question de la monnaie est déjà posée sur la table. Effectivement. Il faut écouter le ministre malien Diop qui est revenu largement là-dessus. Donc ils sont bien conscients des enjeux. Sans compter qu'il y a beaucoup d'or dans cette région. Sans compter que le Nigeria, les élites nigériennes bourgeoises, avaient déjà des projets pour faire passer un oléoduc qui partirait du Nigeria, du sud du Nigeria, n'est-ce pas, un gazoduc vers l'Algérie. Mais ça doit traverser quoi? Le Niger. Oh, un nouveau Niger. Vous voyez les enjeux. Un nouveau Niger qui ne répond plus au doigt à l'œil aux injonctions de Paris, de Londres, de Washington. Va bloquer le projet. C'est l'une des raisons de la guerre en Syrie, ma chère amie. Quand le plan était de prendre du gaz du Qatar pour qu'il traverse complètement la Syrie et à partir de la Méditerranée qu'il soit enfin arrimé à l'Europe. Le seul obstacle, c'était M. Bachar al-Assad. Il fallait l'éliminer. C'est ça le but de la guerre en Syrie. Donc, faisons attention. Sans oublier qu'il y a le pétrole nigérien dont l'exploitation commencera en janvier 2024. Ce pétrole nigérien aussi aurait besoin d'un oléoduc pour être évacué. Tout le monde lorgne dessus. Tous les petits bourgeois des oligarques qui dirigent ces pays-là lorgnent dessus. La guerre de Boko Haram a été accentuée sur la question de la gestion du pétrole aussi. On aura le temps pour que je l'explique un jour. Ah oui. Donc vous voyez que tout ça tourne autour des intérêts. Les majors en haut, ils viennent investir. Ils demandent que leur investissement soit sécurisé. Et leurs gardes chiurnes locaux sortent les dents et disent celui qui essaie de contester ou quoi que ce soit, ici on l'élimine. Quand l'Alliance des États du Sahel se met en place, il oblige tout le monde à rebattre les cartes. Peut-être que les gens ont même déjà négocié certaines choses concernant la CEDEAO en avance depuis très longtemps. L'Alliance des États du Sahel vient remettre en cause tous ces projets. Parce que ces projets ne vont plus bénéficier à leurs amis.
de ces majors occidentaux, mais seront obligés aujourd'hui d'être reversés dans la cagnotte commune pour développer cette région de ces trois pays et au bénéfice des populations. C'est pour cela que je continue de vous dire, la bourgeoisie comprador là, à la tête de ces États-là est furieuse. Et chacun, on le pousse en avant aujourd'hui pour dire fais ci, fais ci, fais ça, fais ça. Ce sont des réalités très cruelles. Chaque fois que vous entendez qu'il y a la guerre quelque part, ne réfléchissez pas beaucoup. Vous allez voir des oripeaux, on va vous faire des constructions, ils ont fait ceci, ils ont fait ça. Mais dans le fond, c'est la captation des richesses. La captation des richesses. Parce que le capitalisme, il a d'une boulimie incroyable. C'est même ça qui fait sa faiblesse. Ils veulent tout prendre. Ils s'en foutent du nombre de milliers, voire de milliards de personnes qui vont laisser au bord de la route. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'eux, ils continuent de s'enrichir. Sinon, Manuela, comment vous pouvez expliquer, on continue de vous le dire chaque jour, qu'une infime minorité, à peu près 5% de la population mondiale, dont les plus riches, ils ont l'équivalent de 80 à 90% des richesses mondiales. Ça veut dire quoi? Ça a un sens? Ils ont des montagnes et des montagnes et des montagnes d'argent et d'actifs. Au même moment, la frange majoritaire de la population mondiale croupit dans la misère. Ça ne s'explique pas. Est-ce qu'un pays comme les États-Unis d'Amérique devait avoir des SDF? Un pays comme les États-Unis d'Amérique devait avoir la SDF? Non. Mais ils vont vous sortir toutes les formules pour montrer que c'est des feignants, ils ne veulent rien faire, etc., etc. Même des pays pauvres comme les nôtres. Vous ne verrez pas quelqu'un qui dort dans la rue parce qu'il n'a pas où dormir. Vous allez dire, pour cacher la honte, même de la famille, viens même dormir, n'est-ce pas, dans ma dépendance chez moi. Chez eux, ils s'en foutent éperdument. Les gens peuvent mourir, ils s'en foutent éperdument. Regardez Gaza. Gaza doit nous parler. On massacre les bébés. Les États-Unis soutiennent. C'est vrai que Biden commence quand même à faire du retour-pédalage clarissimo, mais en fait, c'est pour il y a des échéances qui... les échéances électorales qui arrivent chez lui, et il commence à sentir le boulet du canon qui arrive. Et oui, c'est ça. Parce que ça va être dévastatrice. Donc, il faut que les Tinubu arrêtent avec ce cinéma. Et ça doit être la chose qui doit pousser encore davantage les pays, l'Alliance des pays du Sahel, à renforcer, à solidifier leur alliance. Ils doivent comprendre que ce n'est pas un jeu. Ils se sont engagés dans quelque chose de très, 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 très compliqué. Et que la voie du retour n'est pas possible. Même si on essaye de fragiliser justement ces États avec, non seulement avec les sanctions, mais si on prend le cas par exemple du Niger où on remet tout le temps sur la table la question du président, du moins l'ancien président Bazoum. Et ils font feu de tout bois. Ils essaient d'avoir des espèces de petits abcès de fixation. Comme ça, c'est une exigence quand même de la CEDEAO, libérer le président Bazoum. Non, libérer le président Bazoum pour l'amener hors du pays avec sa famille et continuer de pérorer sur tous les toits que eux, ils ne reconnaissent pas ceux qui sont à Niamey. Voici le président légal et légitime et tout ce que vous voulez. Voilà. En fait, pour continuer à perturber la marche en avant du Niger et de casser, justement, l'alliance des États du Sahel. Parce que si vous réussissez à briser la confiance de l'un des États, vous avez déjà créé quelque chose qui va faire très mal à l'alliance. Mais regardez, M. Tinubu, est-ce que cela ne donne pas justement le fouet justement pour que le Niger soit tout le temps attaqué? Est-ce que ce n'est pas aussi un caillou dans la chaussure? Non, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il faut qu'il y ait un tribunal qui se réunisse très rapidement. Et qu'on condamne cet individu qui ne veut pas signer sa démission. Démissionner, et qu'on le condamne rapidement, on la voit dans un bain là-bas. Très rapidement, et on laisse sa femme et ses enfants, à la limite, même si on veut même, on les libère même, ils sont rien. Mais lui, on le condamne, on le fout en prison, et on passe à autre chose. On passe à autre chose, parce que bon, le coup d'État, il a été humain. Parce que le coup d'État, on parlera de lui au passé. On connaît comment ça se passe. Le Niger était l'un des meilleurs exemples. Le coup d'État militaire, on sait très bien comment ça s'est souvent passé.
Merci à vous, Passion Parfendum. Avant d'aller au standard, parce qu'on va y aller dans quelques minutes, on va quand même faire un petit tour d'abord de table en ce qui concerne la seconde thématique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.